euh, oh, merci Frank, I forgot. La rencontre va être enregistrée, là, comme vous pouvez voir. Donc, si jamais vous manquez des choses ou vous voulez la partager par la suite, ça va être possible de le faire. Et puis, donc, c'est ça, bienvenue à l'événement d'engagement communautaire qui est en collaboration avec NEEDS et l'AQEPS, qui est organisé par l'Agence des services frontaliers du Canada, l'acronyme là, ASFC. Au fond, aujourd'hui, on va parler de, de l'embauche là, qui sont en train d'organiser. Puis, au fond, l'ASFC valorise l'équité, puis le recrutement effectif d'une population diversifiée. Ce que ça veut dire, au fond, c'est qu'ils vont engager, là, corrigez-moi si je me trompe, les conférenciers, ils sont en train de mettre en place un plan pour engager des personnes à mobilité réduite ou diversifiées, là, si je ne me trompe pas. Puis, c'est sûr que peu importe lorsqu'on a une difficulté ou une situation d'handicap, ben, c'est quand même rassurant de savoir que son employeur va mettre tout en place pour que l'emploi soit exempt d'obstacles. Puis je trouve que c'est une bonne initiative. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les conférenciers qui va vous présenter le dit programme. Donc, on a Yéa Abdel Ladif, donc, qui est représentant en chef d'équipe par intérim de l'équipe de recrutement des partenaires excusez-moi, à l'agence. Yéa possède plus de 10 ans d'expérience en dotation où il a travaillé dans de nombreuses organisations et s'est joint à la fonction publique en janvier 2017. Il s'est également joint à l'agence en septembre 2020 en tant que conseiller en ressources humaines et son équipe se concentre principalement sur la promotion des postes sans uniforme. Donc, il y a quand même énormément d'expérience. Et puis, nous avons en deuxième temps Nicole Piché, qui a travaillé pour l'Agence des services frontaliers du Canada, donc l'ASFC, depuis plus de 20 ans. Elle a aussi travaillé comme agente des services frontaliers de première ligne et comme surintendante au port de Cornwall, en Ontario. Elle a également fait partie d'une équipe spécialisée, qui est l'équipe de détection de la contrebande et le comité des sanctions. Certaines de ces affectations comprennent facilitatrice au collège de l'AFC à Rigaud de Québec, au Québec, excusez-moi, agente de liaison autochtone, communautaire et judiciaire de Cornwall, surintendante à l'aéroport d'Ottawa et dédouanement de navires au Nunavut. Elle a également été membre de l'équipe d'évaluation et l'équipe d'entrevue et depuis 2021, membre de l'équipe de recrutement. Donc, vous allez avoir des conférenciers très expérimentés. Avec nous, juste avant de leur laisser la parole, nous avons Gilda Boffa et Frank Smith. Donc, Gilda, je ne sais pas si tu veux t'introduire. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Gilda. Je suis la directrice des communications des services linguistiques de l'AQEPS. J'aimerais aussi reconnaître que nous sommes situés en territoire autochtone non cédé de la nation Kanien'kehá:ka, la nation Mohawk, qu'on appelle aujourd'hui Montréal. Donc, bienvenue tout le monde. Merci pour votre participation. Excellent. On a perdu Lilia, je pense. Oui, donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mme Piché. C'est heureusement préparé, je pense. Hein? Est-ce que Frank de NEEDS aimerait se présenter? Ou... Excuse-moi. Oui. Frank, do you want to present yourself? Bonjour tout le monde. Je suis Frank Smith, le coordonnateur de l'Association nationale des étudiants handicapés au niveau postsecondaire. Bienvenue. Mais je pense Merci, que Frank. Yéa est revenu. Oui, il est là. Ouais. Oui, désolé, ça a déconnecté. Parfait. Beaucoup de problèmes avec des problèmes techniques aujourd'hui. Les ordi, ça fond. OK, parfait. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est moi qui commence? Oui, je vous laisse la parole. Oui, OK, parfait.
Nicole, pourrais-tu juste partager la présentation? Malheureusement, mon écran gèle à chaque fois que j'essaie d'ouvrir la présentation. Fait qu'en attendant de faire ça, OK, merci. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je me présente encore une fois, Yaya Abdelatif. Je suis le chef d'équipe par intérim pour l'équipe de recrutement et partenariat ici à l'Agence des services frontaliers du Canada. Alors, moi, comme Yannick a mentionné, ça fait plus de 10 ans que que j'ai de l'expérience en ressources humaines. Donc, j'aimerais juste vous parler un petit peu, juste me présenter un petit peu comment j'ai rentré dans la fonction publique, dans le fond. Moi, j'ai postulé par l'intermédiaire d'un processus externe. Donc, il y avait une affiche qui était affichée en 2016. J'ai postulé à l'externe par un processus. Donc, j'ai fait les examens. J'ai fait un examen, j'ai fait l'entrevue, la vérification des références, etc. J'avais commencé comme conseiller en ressources humaines. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans et demi où est-ce que j'ai fait vraiment de la dotation opérationnelle. Donc, j'avais divers clients dans le fond. Et puis, après ça, je me suis joint à l'agence en septembre 2020 comme conseiller en ressources humaines. Puis là, on m'a offert en décembre 2020 l'opportunité là, de faire de l'intérim là, pour l'équipe de recrutement et partenariat. Et comme Yannick a mentionné, oui, on est responsable pour les postes sans uniforme à l'agence. Donc, nous, principalement, on est responsable de donner des avis conseils aux gestionnaires d'embauche et aux conseillers en RH, en ce qui a trait à la stratégie de recrutement, comment cibler surtout les membres d'équité en matière d'emploi, donc c'est-à-dire les membres autochtones, les personnes handicapées, les femmes et les membres des minorités visibles ou culturelles. Alors, nous, on est responsable principalement de ça. Alors, vraiment, le format de la présentation aujourd'hui, c'est que on va alterner moi et ma collègue Nicole qui va parler des postes uniformes. Et puis après ça, à la fin, vous pourrez nous poser des questions là, à la fin de la présentation. Puis ça nous fera un plaisir de répondre à vos questions. Alors, Nicole, je te cède la parole là, de te présenter. Bon, moi, bonjour. Je voudrais juste reconnaître que je suis présentement sur les territoires du peuple autochtone d'Akwesasne et la région de Cornwall en Ontario. Moi, ça fait déjà plus que 20 ans que je suis avec l'agence. C'est ma deuxième carrière. J'ai commencé tard avec l'agence parce que j'ai fait 20 ans comme travailleuse sociale. Et j'ai décidé de changer un peu mi-chemin de carrière. Puis c'était une bonne chose pour moi parce que j'ai vraiment aimé mes 20 ans avec l'agence. J'ai fait de l'enseignement à notre collège, j'ai fait du dédouanage à Nunavut, j'ai fait du recrutage, du repêchage. J'ai un peu fait de tout ce qu'on peut faire dans notre département. J'ai travaillé avec les maîtres chiens, avec les équipes spéciales de détection. J'ai une carrière qui continue à évoluer parce que je viens juste de commencer au mois de janvier le recrutage formel. Alors, j'adore mon emploi. Je voulais vous laisser savoir aussi, je suis dyslexique. Et j'ai des troubles d'apprentissage avec la mathématique. Il y a un terme spécial, mais c'est un terme en anglais, puis je ne me souviens pas du terme en français. Mais ça ne m'a pas empêché du tout avec ma carrière, avec l'agence, même que tous mes chefs, mes patrons, ils ont tout le temps vraiment été supporters, ils ont aidé à m'aider à continuer ma carrière, que même présentement, je suis surintendante. Alors, je suis très contente de pouvoir dire que l'agence, c'est une agence qui prend très bien soin de ses employés. Alors, Yara, on va commencer. Parfait. Alors, merci beaucoup. Alors, qui nous sommes? L'Agence des services frontaliers compte environ 14 000 fonctionnaires, dont plus de 6 500 agents en uniforme qui assurent des services dans quelques 1 200 points de service au Canada et dans 39 emplacements à l'étranger. Notre organisation est composée de 6 directions générales
et d'un groupe qui relève directement du président. Donc, les directions générales qu'on a, c'est les opérations, les programmes, ressources humaines, information, sciences et technologies, contrôle, services intégrés, vérification interne et évaluation des programmes. Alors, OK, parfait. Donc, en ce qui est trait au lieu de travail, notre organisation compte 7 régions au Canada, donc c'est-à-dire l'Atlantique, Québec, sud de l'Ontario, nord de l'Ontario, la région du Grand Toronto, les Prairies, Pacifique. En plus, notre administration centrale est située à Ottawa. Alors, ce que nous faisons, donc en 2019-2020, nous avons traité 93,1 millions de voyageurs, 26,6 millions de voitures, 32,3 millions de passagers aériens et 83 991 trains et navires. L'ASFC gère 117 postes frontaliers terrestres et exerce ses activités dans 13 aéroports internationaux. 61 de ces postes frontaliers terrestres et 10 aéroports internationaux exercent leurs activités en permanence. Les agents mènent des opérations maritimes dans les grands ports, les plus importants se trouvant à Halifax, à Montréal et à Vancouver, ainsi qu'à de nombreux ports de plaisance et postes de déclaration. Nos agents effectuent également des opérations dans 27 emplacements ferroviaires. L'ASFC traite et examine le courrier international dans 3 centres de traitement du courrier à Montréal, à Toronto et à Vancouver. Nous appliquons plus de 90 lois, règlements et accords internationaux, dont plusieurs au nom de d'autres ministères et organismes fédéraux ainsi que des provinces et des territoires. Alors, cette diapositive ici, nous accueillons les gens. En 2019-2020, l'Agence des services frontaliers du Canada a traité 29 826 demandes d'asile. Également, on a traité 4 827 permis de séjour temporaire et prolongation, 324 608 permis de travail et prolongation, 245 550 permis d'études et prolongation et 58 760 fiches de visiteurs et prolongation. À leur arrivée au Canada, les personnes peuvent présenter une demande d'asile en parlant à un agent des services frontaliers à n'importe quel point d'entrée de l'ASFC. L'agent des services frontaliers décide si la demande est recevable et peut être envoyée à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. Si la demande d'asile est recevable, elle est transmise ou déférée à la section de la protection des réfugiés afin que ce soit entamé le processus de demande d'asile. Nous sommes également responsables d'accueillir les voyageurs, les étudiants étrangers et les Canadiens de retour de leur voyage à l'étranger. Alors, Nicole, je ne sais pas si tu veux commencer avec celle-là. Pour dire, pendant les 2019 et 2020, nous avons saisi, c'est pas mal dur à voir parce que pour une raison ou une autre, ma présentation, le background, il n'est pas muet. Alors, nous avons saisi plus que 13 000 armes à feu. Nous avons saisi plus que 29 000 saisies de drogue. Nous avons aussi saisi juste en bas de 30 millions de dollars en argent. Et nous avons renvoyé au moins 11 527 personnes. Les armes à feu, on peut dire qu'au Canada, on a à peu près 2 saisies d'armes à feu par jour à la moyenne. Alors ça, c'est tous les jours de l'année, on a une moyenne de 2 armes à feu par jour. Ça, c'est sans compter les couteaux, les poings anglais, toutes sortes d'autres armes qu'on détecte. Les saisies de drogue, ça peut être des petites quantités ou ça peut être aussi comme qu'on a eu à Noël cette année, le 25 décembre, en Alberta, on a eu un voyagement de quasiment, je pense qu'ils m'ont dit que c'était 35 millions de dollars en drogue, en cocaïne dans un camion. Pour l'argent, tous les Canadiens, toutes les personnes qui rentrent ou sortent du Canada doivent déclarer 10 000 $ et plus.
On ne met pas une taxe dessus, c'est juste un formulaire. C'est juste pour faire certain que les argents ne vont pas à des groupes terroristes et que ce n'est pas des argents provenus de crimes. C'est juste pour un compte qu'on peut faire les vérifications. Il y a souvent du monde qui ne veulent pas déclarer leur argent en sortant ou en rentrant parce qu'ils ont peur qu'on va taxer l'argent. Ce n'est pas ça du tout. C'est juste pour s'assurer que c'était vraiment une raison valable, c'était vraiment votre argent quand vous rentrez ou vous sortez du Canada. Et aussi, on a renvoyé plusieurs personnes, 11 527 personnes dans le pays. Ça, c'est quand quelqu'un est arrivé au Canada illégalement et qui ont des crimes, qui ont autre raison pour ne pas être admis au Canada, qui ont déjà été déportés. Alors, ça, c'est souvent ce qui arrive. Les gens doivent être escortés par des agents douaniers sur l'avion pour retourner à leur pays natal. Comme vous voyez, vous avez plusieurs photos ici de saisies que nous avons faites. Les armes à feu, comme vous voyez, il y a déjà 5 armes à feu et les balles dans cette saisie dans le haut à gauche. Après ça, on a une saisie d'argent haut à droite. En bas à gauche, c'est de la cocaïne qui était cachée dans des ananas. La cocaïne a été saisie. Et en bas à droite, vous pouvez voir des produits alimentés, des viandes et des autres produits qui ne sont pas été déclarés alors ils ont été saisis. Pour faire certain de bien gérer les choses au Canada, nous avons Santé Canada et autres, Agriculture Canada, qui font la réglementation de beaucoup de produits pour s'assurer que les produits sont en bon ordre et qu'ils ne rendront pas les citoyens ou les personnes au Canada malades ou qui ne feront pas de pestes ou qui ne seront pas nuisifs à nos fermes, à nos agricultures et tout ça. Alors, c'est un autre de nos bonnes responsabilités à l'agence. Nous avons plus que 21 000 de commerciales, d'interdiction de commerciales. Moi, je suis au port de Cornwall et nous avons souvent des camions qui viennent amener, on a une warehouse, excusez. Un entrepôt, excusez, de Walmart. Alors, souvent, il faut qu'ils viennent amener des douaniers par le port d'entrée. Ma première journée au commercial, ça faisait déjà 9 mois que j'étais agente, mais ma première journée au commercial, mon superviseur m'a dit que je devais faire une référence et une fouille d'un camion. Ce n'était pas un camion de Walmart, c'est un privé. Et quand j'ai fait ma première fouille au commercial, j'ai découvert plus que 2 500 $, 2 500 000 $ de pièces d'usine non déclarées. Alors, c'était ma première journée au commercial et je peux vous dire, même après 20 ans, si mon patron me demandait aujourd'hui si je voulais faire une fouille d'un camion, c'est excitant, j'aime bien ça. C'est encore une chose que j'adore encore faire en première ligne, c'est le dédouanage commercial. On a aussi 50 millions d'envois des messagers. Ça, on peut dire comme les produits comme Amazon ou les choses, des petites compagnies qui vous envoient, que vous achetez au travers de d'autres compagnies qui viennent au Canada. Pas les grosses usines, mais les plus petites entreprises ou les petites FedEx et les autres qui vont venir au Canada avec le chargement. C'est ça qu'on parle. On a de plus que 54 millions. Et je peux vous dire, avec COVID l'année passée, les numéros ont vraiment remonté. Et nous avons collecté plus que 36 billions de dollars en taxes et acquises pour protéger les manufactures et les gens du Canada. Nous avons plusieurs postes aux douanes. Nous avons des maîtres chiens qui vont utiliser des chiens comme aide pour détecter les drogues, les armes à feu et même les produits agricoles. Nous avons le département de renseignement. Ça, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire, pour des avions qui vont arriver au Canada, ils vont faire le dépistage des cibles avant que même
que l'avion arrive au Canada. On a des cibleurs, eux autres vont faire la même chose, mais pour des produits commerciaux, pour faire certain que, oui, si ça dit que c'est un couteau de steak, c'est vraiment un couteau de steak, c'est pas un couteau avec un centrifuge qui est illégal au Canada. On a les enquêteurs, ça, ils vont être responsables de mettre tout le dossier en place et le donner à la couronne pour emmener en cours les personnes qui ont été arrêtées pour autres faits en arrivant à la frontière. Nous avons aussi, pour les immigrations, les évaluations de risque à la frontière, les analystes, toutes sortes d'autres emplois. Malheureusement, c'est difficile à voir sur mon... Nous allons, alors, je vais juste faire ça là. Nous avons aussi, pour hier, le prochain diapo. Oui. Alors, moi, je vais commencer à parler sur des postes sans uniforme. Alors, juste pour continuer sur la gestion frontalière un petit peu, c'est que oui, dans la gestion frontalière, oui, il y a des postes d'entrée et tout ça. Fait que oui, il y a des postes administratifs qui sont sans uniforme. Donc, il y a des postes administratifs, cléricales, qui sont situés dans les points d'entrée également. Je n'ai pas le nombre exact, malheureusement, mais il y a des opportunités là également. Okay? Donc, cette diapositive-là, on va parler un petit peu des opportunités de la science et technologie. Et puis, cette opportunité-là, dans le fond, c'est que des exemples, là, les gens qui font les kiosques dans les aéroports, les soutiens informatiques quand on a des problèmes techniques, etc., ben, c'est vraiment cette direction générale-là qui s'occupe de ça. Alors, comme vous voyez sur l'écran, donc, des exemples d'activités clés sont l'analytique avancée, la caractérisation de l'alcool et des produits du tabac, le développement de la technologie frontalière, comme j'ai mentionné là, concernant les kiosques, l'analyse des drogues de contrebande, analyse des douanes, soutien sur le terrain pour la technologie de détection, sciences et ingénierie de la détection, examen judiciaire des documents et soutien technologique et intégration. Alors, donc, eux autres, ils sont responsables de concevoir et élaborer et mettre en œuvre des solutions scientifiques et technologiques innovatrices pour sécuriser stratégiquement les frontières. Et ils sont responsables également de rationaliser et simplifier l'expérience frontalière actuelle et future. Alors, comme j'ai mentionné, ils vont développer des nouvelles technologies pour supporter les agents de première ligne. Alors, c'est vraiment cette direction-là générale qui est responsable de ça. Et on embauche également des développeurs web, par exemple. Ça, c'est des postes qui sont continuellement en demande là, à l'agence. Donc, si on passe à la prochaine diapositive, service de soutien, c'est sûr et certain que cette direction générale-là est quand même immense à l'agence parce que tout le soutien qu'on donne à la première ligne sont inclus dans cette direction générale-là. Donc, comme vous voyez à l'écran, là, donc, des exemples d'activités clés sont accès à l'information et protection des renseignements personnels, la vérification, évaluation, la direction des les communications, marché et approvisionnement, les gens qui vont acheter le matériel, etc. La planification organisationnelle, la gestion des ressources et des finances, gestion de l'information et technologie de l'information. C'est sûr que ça prend des gens en ressources humaines pour embaucher ces gens-là, que ce soit du côté uniforme ou sans uniforme, gestion des biens immobiliers, le recours et la sécurité. Donc, c'est sûr que certains, pour la sécurité, ben, les gens qui vont faire les vérifications de sécurité, par exemple, sont inclus dans cette direction générale-là. Alors, eux autres, ils sont responsables, donc la direction générale au complet, là, juste en général, sont responsables de trouver des solutions et des services organisationnels solides et souples pour aider l'agence à atteindre ses objectifs opérationnels. Il fournit une orientation stratégique et un soutien aux moyens des fonctions organisationnelles clés qui permettent à l'agence d'être une organisation sécuritaire, responsable, efficace et durable qui sert le mieux les intervenants et le public. Alors, si on passe à la prochaine diapositive, on va maintenant parler de la politique stratégique.
Comme vous voyez ici sur l'écran, c'est sûr qu'il y a des gens à l'agence qui vont faire affaire avec les membres du Parlement, les politiciens. Comme vous voyez, là, affaires parlementaires et du cabinet, mobilisation et partenariat avec des intervenants à l'échelle nationale et internationale. Ils font des recherches sur les politiques et planification stratégique et priorités organisationnelles. Alors, donc, ici, ils sont responsables, grosso modo, ils positionnent stratégiquement l'agence pour diriger le programme des politiques de gestion des frontières du Canada en travaillant avec les partenaires et les intervenants pour orienter les politiques. Ils veillent à ce que les solutions innovatrices soient développées de façon proactive pour répondre aux nouveaux enjeux et aux priorités politiques et dirigent la mise en œuvre de politiques qui contribuent à une gestion efficace, efficiente et coordonnée des frontières. Donc, comme vous pouvez le constater, tous nos volets de carrière travaillent ensemble pour assurer la sécurité de nos frontières et de notre pays. Alors, prochaine diapositive. Nicole, tu peux... L'agence a commencé à faire, quand vous faites une demande d'application pour un emploi, on vous demande si vous êtes un membre des groupes, soit une femme, un autochtone, personne avec un minorité visible ou avec une adaptation sociale. Les raisons que c'est important de déclarer, c'est qu'on veut faire certain qu'on a une bonne représentation de notre pays en général. Et c'est important pour savoir combien de personnes si on n'attire aucune personne, si on n'attire aucune femme, on n'a pas une bonne représentation. Si on n'a pas de personnes avec des handicaps ou des problèmes d'accès, on ne représente pas le Canada d'une bonne façon. Alors, quand on fait une demande d'emploi, canada.gc.ca, vous allez avoir le formulaire et on vous demande de vous autodéclarer. C'est une bonne chose parce qu'on veut faire certain qu'on attire les bons candidats et qu'on a une bonne représentation partout dans tous les groupes éthiques. Ça, c'est certains postes que nous avons à l'agence en uniforme. Vous avez à la droite en haut, c'est un agent d'immigration qui fait une fouille à l'immigration dans le secondaire. En bas, à la gauche, c'est un étudiante qui fait une observation au primaire à un aéroport. Alors, on a des agents étudiants aussi. En bas à droite, ça, c'est une des chefs. Elle est autochtone et elle est chef d'opération à l'aéroport à Toronto. Et en haut à la droite, nous avons un membre de notre unité avec son uniforme de parade. Parfait, merci. Alors, maintenant, on va parler de l'embauche des étudiants au sein du gouvernement fédéral. Donc, ça ne s'applique pas juste à l'agence. Donc, ça s'applique vraiment, en gros, à la fonction publique. Donc, je trouve que c'est important de l'adresser car si jamais vous cherchez des emplois dans d'autres ministères ou qui vous intéressent, ben, c'est pour ça qu'on parle de ça ici. Alors, pour le programme fédéral d'expérience de travail étudiant, ou on appelle ça le PFET, les étudiants peuvent travailler à temps partiel pendant leur trimestre universitaire, automne et hiver, et pendant leur trimestre non universitaire pendant l'été, et ils peuvent travailler à temps partiel ou à temps plein. Le PFET est un répertoire qui inclut les étudiants à tous les niveaux, c'est-à-dire le secondaire, le cégep, collège, université, dans 15 domaines d'études et plus de 250 spécialisations qui ont identifié un intérêt pour l'un des 15 types de travail et qui est disponible pour travailler à travers le Canada. Donc, cela inclut les étudiants souffrant de handicap physique ou émotionnel considérés comme ayant un statut à plein temps par leur établissement d'enseignement. Les étudiants adultes inscrits dans des programmes d'éducation et de recyclage au niveau secondaire peuvent également être éligibles au programme d'emploi pour étudiants. Il faut remarquer que la préférence sera accordée aux citoyens canadiens qui répondent aux exigences de l'emploi. Pour le programme postsecondaire d'enseignement coopératif de stage, vous pouvez contacter le coordonnateur du programme d'enseignement coopératif ou de stage de votre école et vous renseigner sur les possibilités
de travail dans la fonction publique. Une fois que vous avez posé votre candidature à un stage, si vous êtes sélectionné pour un examen plus approfondi, vous pouvez être invité à passer un examen et à participer à une entrevue. Donc, à ce qui est trait en l'admissibilité, pour être admissible à un emploi dans la fonction publique, dans le cadre de ce programme, vous devez remplir ces 3 conditions. Donc, vous devez être un étudiant à temps plein inscrit dans un programme postsecondaire d'alternance travail-études ou de stage qui figure parmi notre liste d'établissements et de programmes validés. Donc, ça, vous allez le trouver sur Google. Ça, c'est très facile à trouver. Votre stage de travail doit être obligatoire pour l'obtention du diplôme et vous devez avoir l'âge minimum requis dans la province ou le territoire que vous travaillez. Dans le cadre du programme des adjoints de recherche, vous pouvez travailler à temps partiel comme adjoint de recherche auprès du gouvernement du Canada tout en poursuivant vos études. Effectuer des recherches novatrices liées à votre diplôme ou à votre programme et acquérir de l'expérience au sein d'un ministère ou d'un organisme fédéral. En travaillant pour le meilleur employeur d'étudiants du Canada, vous profiterez d'un milieu de travail diversifié et inclusif et vous pouvez lancer une carrière intéressante qui couvre des centaines de domaines et offre des milliers d'emplois dans tout le pays. Alors, vous êtes éligible à ça si vous remplissez ces 3 conditions. Vous êtes un étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement supérieur. Vous êtes inscrit à un programme d'études qui nécessite des recherches dans le cadre de votre étude et vous avez l'âge minimum requis dans la province ou le territoire où vous travaillez. Maintenant, je cède la parole à Nicole qui va parler du processus de présentation de candidature pour les agents des services frontaliers. Nous avons une formation unique et un processus unique pour être embauché. Pour un agent étudiant aussi, même pour un agent à temps plein. Pour la première étape, pour un étudiant, vous allez être obligé de faire application pour, comme Yéa a mentionné, pour le FSWEP. Et après ça, vous allez avoir un examen écrit à faire. Présentement, nous faisons tous nos examens au travers de l'ordinateur. Alors, vous êtes invités, vous avez une semaine à faire votre test. Le test est de 2 heures et tout est électronique. Une fois que vous commencez le test, vous avez seulement 2 heures et une fois que c'est fini, excusez, l'ordinateur va fermer, le programme va fermer. Une fois que vous avez réussi votre test, vous allez être invité à une entrevue. Excusez. Excusez. Après l'entrevue, vous allez aussi avoir de la formation pour faire certain que vous êtes capable d'avoir le bâton et le poivre de Cayenne pour vous défendre pendant votre... Excusez. Bon. Après l'entrevue, vous avez aussi un code de sécurité où vous allez avoir un gros formulaire à remplir et aussi une entrevue avec un agent de sécurité. C'est assez approfondi et même les agents de services frontaliers doivent faire l'entrevue à chaque 10 ans ou si au besoin. Alors, les étudiants vont travailler à les aéroports ou à les centres de désotage de courrier. Parfait, merci. Alors, maintenant, je vais parler des opportunités d'emploi pour les étudiants, donc surtout pour les postes sans uniforme. Donc, je ne passerai pas trop de temps sur cette diapositive-là. Mais comme vous voyez sur l'écran, donc on a les agents étudiants pour la gestion frontalière. En sciences et technologies, je l'ai mentionné tantôt, on a des programmeurs ou programmeuses en informatique junior, techniciens ou techniciennes junior d'assistance. Pour les services de soutien, des exemples, des agents financiers, des agents en ressources humaines. Et puis, au sein de la politique stratégique, on a des agents subalternes ou on a des étudiants ou étudiantes chercheurs ou chercheuses. Alors, ça, c'est vraiment, grosso modo, les opportunités qu'on a à l'agence. Mais comme j'ai mentionné tantôt, il y a d'autres opportunités dans la fonction publique, dans d'autres ministères. Donc, c'est sûr que
par exemple, je parle d'Agriculture Canada, par exemple, ils vont avoir peut-être d'autres opportunités qui ne sont pas nécessairement à l'agence ou à Services partagés Canada qui ont d'autres opportunités qui pourraient potentiellement vous intéresser. Alors, mais nous autres, à l'agence, grosso modo, là, c'est les opportunités qu'on a. Alors, si on passe à la prochaine diapositive, donc ici, juste pour vous présenter un petit peu le taux de rémunération pour les étudiants. Donc, que ce soit donc, les taux représentent selon votre niveau de scolarité. Alors, comme vous voyez ici, là, ça, c'est les taux qui sont en vigueur. Donc, vous allez voir des échelons également. Alors, donc, c'est sûr que il y a l'échelon 1, 2, 3, etc. Alors, les raisons pour les échelons, c'est qu'il y a des étudiants qui travaillent avec nous pendant plusieurs années, pendant leurs études. Alors, c'est sûr qu'ils vont commencer à l'échelon 1. Après ça, ils vont grimper vraiment les échelons là, selon les années. Alors, s'il y a un étudiant qui est avec nous pendant 3 ans, par exemple, ben à ce moment-là, ils vont se retrouver à l'échelon 3 après 3 ans. Donc, c'est pour ça que vous voyez ça ici sur l'écran. Puis, si vous voulez vraiment voir les taux de rémunération, vous avez juste à faire une recherche Google, là, taux de rémunération pour les étudiants dans la fonction publique. Puis, vous allez trouver facilement les taux sur Internet. Alors, si on passe à la prochaine diapositive, vous avez donc travaillé dans la fonction publique et en tant qu'étudiant, et nous voulons maintenant parler d'intégration des étudiants. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement, ce terme? Alors, essentiellement, cela signifie qu'une fois que vous avez été employé par l'un des programmes de recrutement d'étudiants de la fonction publique, comme mentionné sur l'une des diapositives précédentes, notamment le Programme fédéral d'expérience de travail, ou PFET, Occasion d'emploi pour les étudiants autochtones, Occasion d'emploi pour étudiants en situation de handicap, autre répertoire, Programme d'enseignement coopératif de stage ou Programme des adjoints de recherche. Il y a ensuite la possibilité d'être intégré dans la fonction publique après l'obtention du diplôme à la discrétion du gestionnaire d'embauche. Donc, prochaine diapositive, salaires et avantages sociaux. Donc, les salaires concurrentiels varient selon le groupe et le niveau du poste. Donc, on a, dans diverses directions générales, on a des programmes de perfectionnement professionnel et personnel pour vous aider à faire progresser votre carrière à l'agence. Donc, par exemple, la Direction générale des ressources humaines, qui est notre groupe à nous autres, on a un programme de perfectionnement du groupe et niveau PE1 à PE3 et notre groupe FB, qui est les agents frontaliers. Donc, ils ont un programme aussi de FB2 à FB3. Vous pouvez également obtenir la formation qui vous interne par l'intermédiaire de l'École de la fonction publique, ainsi qu'une formation externe pertinente selon votre domaine du travail. Donc, c'est sûr que le tout est à la discrétion du gestionnaire. Nous avons un régime d'assurance dentaire, régime d'assurance maladie, abonnement à Good Life à des taux réduits. Les vacances pour les nouveaux employés commencent avec 15 jours de vacances. Et c'est sûr qu'il y a différents congés payés et non payés qui vous offrent des options pour les événements imprévus de votre vie, c'est-à-dire un congé pour obligation familiale qui vous donne la possibilité de prendre soin de votre famille dans certaines situations. On a un régime de retraite attrayant et concurrentiel. Et à l'agence, nous offrons un milieu de travail qui offre la stabilité et souplesse et qui convie à votre vie. Alors, ici, dans la prochaine diapositive, on parle vraiment du processus de présentation de candidature. Donc, le processus général de présentation de candidature, c'est ce que vous voyez sur l'écran, mais ça pourrait différer légèrement pour chaque emploi. Donc, normalement, c'est une demande en ligne, il y a des évaluations telles que les examens et entrevues. Donc, c'est sûr et certain que pour chaque affiche, il y a une mention sur l'affiche pour les accommodations. Donc, si vous avez besoin d'accommodations à travers le processus, vous allez voir vraiment sur l'affiche, ça va être écrit accommodation. C'est une des premières paragraphes sur. Donc, on a une obligation au gouvernement du Canada pour les mesures d'adaptation. Donc, c'est sûr et certain que si vous êtes sélectionné, bien, à ce moment-là, ça va être au gestionnaire ou au conseiller en RH de demander c'est quoi les accommodements ou
les accommodations que vous avez besoin. Mais tout ça, ça va être marqué sur la fiche. Là, tous les détails sont là-dessus. Fait que là, il y a comme une personne contact sur la fiche, puis vous pourriez vraiment mentionner si vous êtes sélectionné. Alors, nous offrons divers types d'emplois. Donc, il y a les postes occasionnels. Normalement, c'est des postes 80 jours calendrier dans une année par ministère. On a des emplois à durée déterminée et à durée indéterminée. Donc, c'est sûr que la durée sera bien indiquée sur la fiche. Donc, normalement, vous allez présenter votre candidature pour nos postes sur le site web du gouvernement du Canada, qui est normalement le emploi.gc.ca. Vous pouvez même préparer une alerte de carrière pour être le premier à être avisé de nos possibilités et des possibilités offertes par d'autres ministères. Le processus de recrutement, de sélection, divers examens ou entrevues pour accéder à votre candidature. Et après ça, à la fin, il y a la création d'un bassin de candidats où les gestionnaires d'embauche peuvent venir sélectionner des candidats ou recevoir une offre d'emploi. Donc, c'est vraiment les gestionnaires d'embauche à la fin là, qui vont sélectionner les candidats, puis après ça, ils vont communiquer avec leur conseiller ressources humaines là, du ou de la candidate choisie. Alors, je vais céder la parole à Nicole qui va parler du processus de présentation de candidature pour les agents du service frontalier. Le processus est un peu la même que pour les étudiants, mais il y a une couple de sections un peu plus approfondies. Le processus au complet peut prendre jusqu'à 2 ans, même jusqu'à 3 ans à cette heure à cause du COVID, que certaines choses ont été au ralenti. Pour commencer, on postule au canada.gc.ca/emploi et vous mettez en ligne, vous disiez aussitôt qu'il y a un poste ouvert, vous allez recevoir un courriel, vous mettez votre candidature. Après ça, une fois que vous êtes enregistré en ligne, nous allons avoir la même sorte d'examen que vous avez fait que j'ai parlé tantôt avec les processus d'étudiants. C'est un test d'aptitude qui est fait en ligne. Il y a une centaine de questions, puis vous avez 2 heures en tout pour finir le test. C'est très important de suivre toutes les instructions données dans le courriel d'invitation et dans la présentation du test soi-même. C'est important de répondre toutes les questions. Si vous n'êtes pas certain, sautez la question, finissez le test et à la fin, vous pouvez revenir à la question. C'est vraiment important parce que il y a un temps limite pour faire le test. Une fois que c'est fini, l'ordinateur va fermer, le programme va fermer et les résultats sont barrés. Alors, c'est très important de suivre toutes les instructions que vous allez avoir et de répondre à toutes les questions. Si vous réussissez le test d'entrée, vous allez être en mesure d'être invité à une entrevue. Avant, nous avions les entrevues en personne, alors vous étiez obligé de vous déplacer. Malheureusement, avec le COVID, on est obligé de changer les choses et présentement, nous faisons nos entrevues par téléphone. Nos entrevues sont pour déterminer si vous avez les compétences que nous voulons avoir pour nos officiers. Le bon jugement, être capable de prendre des décisions, être capable de rester calme sous de moments de tension et avoir affaire avec des personnes difficiles, intégrité et respect avec les individus, c'est des choses que nous allons tester. Quand vous allez recevoir votre invitation pour l'entrevue, on va vous donner la liste des compétences que nous allons évaluer. Actuellement, nous faisons des jeux de rôle, nous faisons des mises en scène, toutes sortes de genres de façons pour vous donner la chance de nous démontrer que vous avez les compétences que nous voulons. Une fois que vous allez recevoir vos résultats de l'entrevue, vous allez passer à la prochaine étape, qui est une évaluation physique. Nous avons le TAP, qui est le même processus que la GRC présentement font. C'est des cours. Il faut courir tant, monter les escaliers, faire des push-ups, des sauts. Il y a un bon vidéo sur YouTube. Si vous regardez la GRC, le TAP, ça l'explique comment se préparer pour et exactement c'est quoi le TAP. Aussi, si vous regardez à notre site web, Agence Frontalier, comment devenir agent, toutes ces étapes-là sont vraiment bien expliquées et les liens, comme le lien YouTube que je viens de mentionner, sont là et affichés.
Le TAP, vu que c'est un test extérieur, que ce n'est pas donné par l'agence, il y a un frais que le candidat doit payer lui-même ou elle-même et qui ne sera pas remboursé. Alors, nous vous demandons d'attendre que vous avez vos résultats d'entrevue avant de faire le TAP. Et aussi, le TAP n'est seulement valide pour une période de 12 à 16 mois et il doit être valide avant de pouvoir aller au collège. Le prochain aussi, vous allez avoir un examen physique avec un docteur du Santé Canada. C'est un examen de santé catégorie 3. Si vous portez des lunettes, vous pouvez pas être un agent pareil. Si pourvu que votre vue peut être ajustée à 20/20, vous n'avez pas de problème. Même chose, le test Dewey, si vous avez des appareils et que vous avez capable de passer le test quand ils vont le faire pendant l'examen avec le docteur, ça va tout être considéré comme passer l'examen. C'est un test qui est passé par des docteurs de Santé Canada et comme vous pouvez vous imaginer, les docteurs présentement sont vraiment occupés. Alors, c'est nous qui allons prendre le rendez-vous avec un centre ou le centre le plus près de votre résidence ou le plus près que vous pouvez aller. Alors ça, vous allez être obligé de vous déplacer physiquement pour faire le test et aussi pour faire le test de TAP. Le code de sécurité, c'est le même que les étudiants. Alors, vous allez avoir un gros formulaire à remplir qui explique les derniers 10 ans de votre vie, où ce que vous avez vécu, vos emplois, l'éducation et des questions au sujet de votre famille. Après ça, il y a l'entrevue qui est à peu près 1h30, 2 heures avec un spécialiste de sécurité. Le code de sécurité est un niveau sécuritaire. Et ça doit être réussi avant de pouvoir même aller au collège parce que nous voulons s'assurer que nos officiers ne sont pas capables d'être corrompus. Après ça, vous avez l'évaluation de la langue secondaire. Ça c'est partie de la formation. C'est seulement si vous avez postulé pour un poste bilingue. Il n'est pas nécessaire d'être bilingue pour être un agent des services frontaliers, mais c'est un atout. Et si vous allez pour postuler pour un poste bilingue, vous devez faire les tests du gouvernement du Code public, qui est un test qui est très bien expliqué sur le site web que vous pouvez trouver sur notre site web, qui va avoir un lien pour expliquer c'est quoi les codes et comment vous allez être testé. Après ça, vous allez avoir l'évaluation psychologique, qui est le MMPI. Ça, c'est un autre test qui est malheureusement admis par un autre organisme. Ce n'est pas l'agence qui va le faire. Nous allons remplir les documentations, nous allons faire les rendez-vous pour vous et vous allez avoir un gros formulaire à remplir et après ça, vous allez avoir une entrevue avec un psychologue, qui veut dire un genre de question pour faire certain que vous êtes capable de porter une arme à feu. Ce n'est pas à donner à tout le monde d'avoir le nécessaire pour les armes à feu. Et c'est encore un autre processus qui peut prendre beaucoup de temps, mais que nous n'avons aucun contrôle. Nous devons faire certain que c'est des psychiatres ou des psychologues qui administrent le test. Après ça aussi, nous avons les cours d'armes à feu, de comment retenir et sécurité des armes à feu. Ça encore, c'est un autre département qui donne les cours et il y a un frais que l'agence ne va pas couvrir, que le candidat doit payer eux-mêmes. Alors, nous vous demandons encore pour ce code-là d'attendre que vous allez passer votre entrevue et que vous avez réussi. Mais ça, une fois que vous avez fait les cours, c'est bon à vie. Alors, si vous êtes chasseur, vous avez déjà fait les cours, vous avez rien qu'à trouver votre documentation et l'envoyer et ça va être accepté. Si vous avez perdu vos papiers, ce n'est pas la fin du monde. Vous allez juste contacter la province ou le territoire où vous avez fait le test et vous redemandez une copie de vos cours et ça va être accepté. Après ça, ça nous amène au collège. Pour le collège, nous avons au moins 5 semaines de cours en ligne avant même d'aller au collège.
et qui est, après ça, 4 mois au collège soi-même, avec les 2 premières semaines en quarantaine dans vos chambres. Vous avez une chambre à coucher privée avec une salle de bain privée. Il y a un cafétéria. C'est un gros, gros complexe. Il y a tout ce qu'il faut pour faire la formation. Pendant que vous êtes au collège, vous n'êtes pas encore un employé de l'agence. Alors, vous allez seulement avoir une rémunération de 100 à 25 $ par semaine et vous allez être chambré et nourri. Après ça, vous allez avoir une période de 12 mois comme stagiaire, mais ça, vous allez être considéré comme employé de l'agence, puis vous allez avoir toutes les rémunérations, un salaire plein, vous allez contribuer à votre pension dentaire, santé, médicale et tous les autres avantages que Yara avait déjà mentionnés. Parfait, merci. OK, merci. Alors, donc, on tire à la fin ici, là, fait que ce que nous recherchons. Alors, l'agence est à la recherche de personnes de tous les horizons qui partagent nos valeurs fondamentales et notre éthique d'excellence du service de respect et d'intégrité et de professionnalisme. Nous traitons les autres comme nous souhaiterions être traités. Voici d'autres aspects que nous recherchons chez un candidat. Des personnes très motivées qui sont passionnées par notre mandat et qui veulent travailler avec nous pour réaliser notre mandat et de sécuriser notre pays. Des personnes ayant de grandes compétences analytiques et la capacité de s'adapter dans un environnement en convolution. Des personnes axées sur la carrière, puisqu'il est possible d'avoir multiples carrières de l'âge. Travailler dans l'un ou l'autre de nos volets de carrière. Ça coupe hier, on ne t'entend pas très bien en ce moment. Alors, pour conclure, malheureusement, on n'entend plus hier, mais c'était juste vraiment la fin de la présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec les adresses courriels que nous avons sur l'écran et ça va être partie de la présentation qui a été enregistrée. CBSA.talent, c'est la boîte de données si vous envoyez votre résumé. Ils vont communiquer avec vous, vont envoyer un questionnaire pour vous demander quelle sorte d'emploi. Ça, c'est pour les postes non uniformes. Alors, le cbsa.talent.asfc à cbsa, trait d'union asfc.gc.ca. Ça, c'est pour les postes non uniformes. Et l'autre boîte, c'est la boîte pour le recrutage pour les officiers en uniforme. Si vous avez des questions, vous envoyez ça à cette boîte email de courrier. Et s'ils ne sont pas capables de répondre à votre question, ils vont donner votre courrier, vos coordonnées à un de nos recruteurs qui vont communiquer avec vous pour répondre à votre question. Alors, et aussi, comme de raison, il y a aussi canada.gc.ca /emploi qui est tout le temps une bonne place pour trouver les emplois pour le public. Alors, est-ce que c'est la fin de la présentation? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Allô? Oui, bonjour. Vous avez une question? Oui, allô, oui, c'est Patriciane. Oui, j'ai une question. J'aimerais savoir si pour les agents, en fait, pour les étudiants, pour les services, pour les emplois ouverts aux étudiants, je voudrais savoir, est-ce que les étudiants... Je m'excuse, c'est ma synthèse vocale. Je me demandais, est-ce que les étudiants étrangers sont éligibles? Est-ce que vous parlez des postes d'agents ou les postes sans uniforme? Les postes sans uniforme.
OK. Donc, durant la présentation, j'ai mentionné que oui, il y a des non-Canadiens qui sont admissibles, mais les Canadiens, la préférence est accordée aux citoyens canadiens. Donc, c'est-à-dire que si on n'a pas de citoyens canadiens pour des types d'emplois, là, puis on n'en trouve pas, oui, on peut considérer des personnes qui ne sont pas canadiens. Ah, OK. C'est vrai que parce que étant non-voyante, peut-être il y a des adresses qui ont été, je sais pas trop, qui ont été projetées, mais je me demandais, est-ce que comme pour un recrutement et tout, à qui est-ce qu'on s'adresse vraiment? J'ai pas tellement compris la question. Excuse-moi, ça a coupé. Oui, c'est ma connexion. Je dis peut-être qu'il y a des adresses qui ont été projetées lors de la présentation que je n'ai pas forcément vues parce que comme je suis non-voyante. Mais je me demandais, OK, pour le recrutement, parce que vraiment ça m'intéresse et j'aimerais appliquer. Et maintenant, je veux savoir comment est-ce que je peux procéder. Est-ce que vous offrez un accompagnement? Comment? Oui, c'est ça. Fait que si vous voulez postuler, pour l'adresse, je peux. On a une adresse, la boîte générique, si jamais il y a des gens qui sont intéressés à nous envoyer leur CV. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut. On peut le taper. Je peux vous le dire, là, c'est cbsa. OK. Point talent, donc Talent. Point, point ASFC. C'est tellement moche. C'est juste que je n'ai pas un truc pour prendre là sur place. J'aimerais vraiment prendre, mais Continuez, je suis en train de l'écrire dans le chat. Là. OK, il était sur l'écran tantôt, mais en tout cas, donc, A commercial CBSA ASFC .gc.ca. OK. Ouais. Dis-moi si j'ai fait une erreur. Là. Oui, c'est correct. Puis aussi, il y a un autre site web pour les gens qui veulent postuler au gouvernement. Là, c'est emploi.gc.ca. Emploi. Donc, emploi, oui, j'ai fait une emploi.gc.ca. C'est ça. Exact, c'est ça. Exact, super. Fait que Patricia, moi, ce que je pourrais faire, c'est si tu peux nous laisser ton courriel, on pourrait t'envoyer là, ces informations-là via ton courriel ou possiblement plus d'informations. Là, j'imagine que Nicole ou IEA pourraient t'envoyer plus d'informations parce que j'imagine que ça doit être, là, étant donné ta difficulté de vision, là, ça ne doit pas être facile. Fait que si tu peux nous laisser ton courriel, là, on pourrait t'envoyer des informations, j'imagine. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai deux, en fait. D'abord, c'était super intéressant. Là. Je connaissais pas pantoute le milieu, donc c'est vraiment intéressant d'en apprendre. Je me demandais, puis peut-être que vous n'allez pas être capable de me répondre, combien environ d'emplois au travers du Canada recherchez-vous? Dans tous les secteurs, là. C'est très difficile. Moi, côté poste sans uniforme, c'est très difficile de dire parce que les besoins changent tout le temps. Donc, il y a des gens qui vont changer de ministère, il y a des gens qui s'en viennent, il y a des promotions, il y a des gens qui bougent partout dans la fonction publique. Et une chose que je voulais vraiment mentionner, puis je ne l'ai pas mentionné, moi, de mon côté, ça va être des deux côtés également, c'est que la fonction publique s'engage entre 2020 et 2025 d'embaucher 5 000 personnes en situation de handicap. Donc, ça, c'est à travers tous les ministères. C'est un objectif vraiment là,
que les départements ont. Donc, 5 000 au complet. Là. Donc, chaque département a ses morceaux. Là. Mais pour combler les postes, là, c'est très difficile à dire. Là. Fait que c'est sûr qu'on a des rapports et tout ça, mais ça ne reflète pas nécessairement la réalité parce que, tu sais, il y a des postes qui vont, il y a des réorganisations et tout ça. Puis il y a des nouveaux postes qui se créent également. Fait que, puis il y a des nouvelles directions. Il y a des directions qui vont créer des nouveaux postes parce qu'il y a des nouveaux mandats. C'est très difficile de donner un chiffre là, à travers le mandat. J'aimerais bien répondre à la question, là, mais je n'ai pas exact malheureusement. Mais je peux dire que Chance est en constant recrutement, là, poste sans uniforme. OK. Pour les postes uniformes, notre collège roule tous les ans. Il est tout le temps en train d'essayer de rattraper parce qu'on a tellement besoin d'officiers que nous formons 500 officiers par an. À chaque année, nous avons au moins 500 officiers qui vont graduer du collège. Et comme j'ai dit, le collège fonctionne tout le temps. Il roule tout le temps. On est tout le temps en cours de gens parce il y a beaucoup de personnes qui vont prendre leur retraite, qui vont aller à d'autres emplois, qui vont devenir surintendants, qui vont devenir enquêteurs. Et malheureusement, une autre chose, il y a beaucoup de postes policiers qui vont venir nous voler nos employés aussi. Parce qu'on est choyés, on a une bonne formation, on a beaucoup d'attrait pour les autres corps policiers viennent nous voler nos employés souvent. OK. Bien, déjà là, on parle de 5 000 postes pour les personnes en situation de handicap. C'est quand même beaucoup au travers du Canada. Parfait. Ma deuxième question, c'était, par exemple, là, c'est vraiment précis. Par exemple, je suis à un poste à Montréal, au port de Montréal. Est-ce qu'il y a des possibilités d'être transféré dans différentes provinces? Oui. Des possibilités de Oui. voyage. Je vais l'appeler voyagement, là, mais c'est plus d'opportunités de travail. Là. Si vous avez un poste, admettons que vous avez le poste de Montréal, c'est votre poste, ça va être votre poste à vous tout le long de votre carrière, à moins que vous demandez pour être transféré. Ce qui arrive quand vous faites postuler pour devenir agent, vous allez aller au collège. Une fois au collège, vous allez avoir votre poste, qui peut être n'importe où au Canada. Nous allons vous demander votre préférence, mais nous ne pouvons pas faire de promesses que vous allez avoir le poste que vous voulez. Il y en a beaucoup de francophones qui disent « Ah, ben, je suis francophone, ils vont bien me laisser au moins au Québec. » Non. Si vous êtes francophone, la Colombie-Britannique vous veut, l'Alberta vous veut, l'Ontario vous veut, les provinces maritimes vous veulent. Si vous êtes bilingue, vous êtes un candidat choyé. Alors, ça se peut que vous allez n'importe où au Canada et nous allons faire le possible de vous mettre à un poste que vous allez être heureux. Mais si vous ne l'êtes pas, puis vous faites vos 2 à 3 ans de service, après ça, vous pouvez demander pour un transfert. Et encore là, nous allons travailler avec les officiers pour essayer de faciliter les transferts plus proches des milieux de famille ou comme quoi que ce soit la raison qu'on veut un déménagement. L'autre façon de déménager dans l'agence, c'est si nous postulons pour une promotion. Alors, je travaille à Montréal, mais il y a un poste de surintendant à l'aéroport. Alors, je postule et j'emploie, je dois déménager dans ce temps-là. Or, ce n'est pas comme l'agence, la GRC, où à tous les 3 ans, on vous fait déménager, ou les Forces armées canadiennes. Vous n'êtes pas obligé de déménager. Une fois que vous avez votre poste, c'est votre poste. Mais dans une année, au mois de juin, j'ai été choisie pour aller faire du dédouanage à Nunavut. Alors, j'ai fait l'envolée, j'ai fait 1 semaine au Nunavut. Je suis revenue le samedi, j'ai lavé mon uniforme, j'ai remis ma valise en place et j'ai fait un vol pour la Colombie-Britannique où je faisais des entrevues avec des candidats. Et je suis revenue le samedi, j'ai refait ma valise et je suis allée à BC. Alors, il y a souvent des petits postes de même ou des emplois ou des cours où on doit aller à d'autres formations. Mais pour un déménagement permanent, c'est seulement une fois que l'employé demande de déménager.
Parfait. Fait que ça donne quand même plusieurs opportunités, là. Ah oui, ah oui, oui. Ouais. Ah, c'est intéressant. Merci. Quand tu faisais la présentation à propos du scientifique, je voulais te donner un exemple que je connais. Souvent, si vous regardez les films, puis les vendeurs de drogue mettent du liquide, puis mettent du bleu pour dire, ah oui, c'est de la vraie drogue, puis je vais l'acheter. Aussi, ils mettent un petit liquide. Ça a été inventé par notre laboratoire à la SFC. Juste pour vous laisser savoir que nos techniques de détection ne sont pas juste pour l'agence en telle. Oui, ça a été développé pour nous aider à faire notre emploi, pour détecter, dépister les drogues, mais c'est quelque chose que le monde au complet à SARC, qui font le combat contre les drogues, utilise nos scientifiques. Alors, je pense qu'on est hors de temps, à moins qu'il y ait d'autres questions. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Vous avez parlé d'un poste analyste recherche. À quoi ça consiste, s'il vous plaît? Analyste de recherche. Malheureusement, je n'ai pas tous les détails de ce poste-là parce qu'on a quand même moins que 6500 postes à travers l'agence. Fait que j'ai pas tous les détails pour ce poste-là parce que je devrais demander vraiment un descripteur. Puis il y a beaucoup de types de recherche. Malheureusement, je n'ai pas toutes les. On a quand même une poste, là, fait que je pourrais pas, à moins que je trouve une affiche quelque part qui pourrait me le dire, mais je ne pourrais pas élaborer sur ça, malheureusement. Un des exemples que nous avons, c'est un poste seulement, il y en a plusieurs, comme Yaya disait, ça dépend du poste, mais un des analytiques, c'est faire la détermination de produits commerciaux qui vont rentrer au Canada pour savoir quel code de tarif devrait s'appliquer à telle marchandise. Est-ce que c'est dans les codes de sécurité et tout ça. Fait qu'il y a une analytique sur le commercial, une analytique sur les passagers, sur les taux de tarifs, sur nos lois. Est-ce qu'on doit changer certaines choses, notre façon de faire les choses? Analyser le nombre de travailleurs qu'on voit, le nombre de voyageurs et tout ça. Fait qu'il y a toutes sortes d'analyses scientifiques, il y a certaines analyses sur les buts d'ordinateur. On en a plusieurs. Et est-ce que ça fait partie des postes non uniformes? Oui. Mais aussi, on a un poste aussi, les cibleurs, c'est un genre d'analyse et ça, c'est des postes d'uniforme. Alors, les deux. Mm-hmm. Allô, France? Allô? Allô? Allô, allô? Oui, s'il te plaît, j'aimerais savoir si, comme je vous envoie un mail pour avoir les adresses, parce que moi, lorsque je vais dans le chat, je n'arrive pas à copier, à comme défiler avec mon clavier pour que ça me pèle mot après mot, comment je vais dire ça, l'adresse. Est-ce que c'est, si je vous envoie un mail après pour avoir l'adresse, vous pouvez me donner? Je dis les coordonnées pour comme postuler, comme envoyer mon CV. Oui, c'est après la présentation, vous pouvez envoyer votre courriel au groupe et ils vont nous le faire parvenir parce que vous avez l'adresse courriel à Jessica, vous avez la mienne et vous avez aussi la celle à Yara. Alors, si le groupe veut nous le faire parvenir votre adresse, nous allons communiquer avec vous. Oui. OK, c'est bon, merci. Parfait. Donc, est-ce qu'il y avait des dernières petites questions? Sinon, je voudrais vous remercier grandement, Nicole et Yéa. À noter que l'enregistrement va être diffusé sur YouTube et puis que vous allez être avec nous vendredi prochain pour une séance en anglais, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ouais. Qui va également être diffusé sur les réseaux sociaux.
Donc, merci encore, c'était super pertinent. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je ne connaissais pas le milieu. Donc, merci à vous. Merci à Frank Smith d'avoir corroboré également. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Donc, bonne fin de journée à tout le monde. À toi aussi. C'est bye. Merci. Au revoir.